Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie? Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans, et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général. Voulez-vous créer ensemble cet espace, dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile faite de tous ces petits riens en apparence et qui pourtant forment le sel de nos vies? Car explorer la soi, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement? Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. Même si Caroline von Bibikoff est bien connue pour ses tentes rouges et les cercles de femmes qu'elle organise régulièrement, son travail s'adresse aussi aux hommes et encore plus précisément aux couples. Caroline a également une longue expérience dans la communication en entreprise, ce qui lui donne une expertise très complémentaire à son travail au sein des relations intimes, qu'elles soient de soi-même vis-à-vis de soi-même qu'au sein des couples et des familles. Avec son livre « Rituel de femme pour s'initier à la communication amoureuse » que j'ai eu le grand honneur d'illustrer, elle nous invite notamment à prendre conscience des écueils d'une relation de couple. Mais surtout, elle nous y offre des outils concrets pour nourrir et fertiliser la communication intime au quotidien, afin d'éviter qu'une rupture devienne la seule issue possible. Experte dans l'art de refaire circuler l'amour, elle parvient à remettre de nombreux couples dans une spirale vertueuse, en les aidant à sortir du cercle vicieux des incompréhensions qui s'immiscent dans les différences de langage entre ceux dits masculins et ceux dits féminins. Restaurer la confiance, réinviter l'union, oser l'intimité. Parlons un peu de ces langages qui ont parfois du mal à se comprendre, ceux des hommes et des femmes. Quelle joie, chère Caroline, de te recevoir pour ce nouvel épisode. Merci Roselyne, merci pour tous ces thèmes que tu déploies avec tellement de quête, tellement d'amour et de tendresse et de couleur en fait, j'ai envie de dire. Je crois que c'est un sujet assez intéressant celui-ci. Alors, on en parle depuis quelque temps, surtout, notamment en tout cas grâce au livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Et l'on sait que les hommes et les femmes ne communiquent vraiment pas de la même manière. Alors, quelles sont ces principales différences? C'est toujours des questions, je dirais, grand public et qui en même temps me collent en faisant c'est tellement vaste, c'est tellement vaste comme sujet. D'abord, j'observe au fur et à mesure des années de mes accompagnements que c'est pas si vrai que c'est les hommes et les femmes, ou alors c'est beaucoup d'hommes qui peuvent être dans leur féminin, des femmes qui sont dans leur masculin. Il y a quand même vraiment je dirais ces deux énergies. On a une énergie de droiture, de synthèse, de ciblage précis, l'énergie du chasseur, et on a une énergie de rondeur, d'accueil, de compréhension, de fioriture, d'exploration. Et on peut vraiment voir le rond et la ligne droite, en fait. Oui. Mais quand même, je vais te rejoindre sur le fait que, oui, d'accord, on peut dire les hommes ont plutôt alors cette tendance à être droit au but, synthétique, à avoir besoin de clarté. Je pense qu'une chose qui va différencier ou qui va rendre difficile cette communication, par exemple, c'est combien de femmes ont envie d'être devinées, c'est-à-dire sont incapables de faire des demandes parce qu'il y a cette notion de si tu m'aimes, tu devrais comprendre que, si tu m'aimes, tu devrais savoir que, et c'est difficile de demander de l'aide ou c'est difficile de faire une demande, et surtout quand c'est dans des tâches du quotidien, en faisant, j'ai pas besoin de lui demander, c'est quand même la moindre des choses, c'est quand même normal, c'est quand même la base. Et donc nous sommes avec des attentes et des espérances d'être devinées et d'être comprises qui font que ça ne passe pas de l'autre côté. Là où de l'autre côté, il y a souvent une bonne volonté pour dire, attends, si la demande est claire, je vais le faire. Donc, je donne un exemple avec mon fils, j'ai encore un fils à la maison, et il m'arrive régulièrement dans la cohabitation de lui demander de passer l'aspirateur, de plier le linge, de ranger la table, que sais-je. Et il me dit oui. 2h30 après, c'est toujours pas fait.
et je pars en vrille. Enfin, je le fais moi-même, en râlant, en soupirant, pour bien lui faire comprendre que... Et donc, ça l'agresse. Enfin, voilà, donc de nouveau, hein, c'est mon métier et je peux le faire bien quand je suis concentrée et présente à ce que je fais. Mais pour le reste, je suis une humaine comme les autres et parfois, je suis fatiguée et parfois, je ne suis pas concentrée et j'ai les mêmes réactivités que n'importe qui. Et alors lui, il fait, mais pourquoi tu t'agites? Je t'ai dit que j'allais le faire. Ben oui, mais moi, j'ai dit, en fait, le truc, c'est que quand je demande, je veux que ce soit fait maintenant. J'oublie de mettre au bout de ma phrase, maintenant. Et donc, pour lui, c'est dans une autre notion de temps. Alors, peut-être qu'il y a ce truc-là aussi. C'est que les femmes ont souvent, on en parle beaucoup, une charge mentale avec non seulement leur métier, mais comme si elles étaient plus affûtées tout le temps, avec des lumières qui clignotent dans leur cerveau, des to-do list monumentales de qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à gérer, qu'est-ce qu'il y a... Et donc, chaque fois que ça peut être effacé, c'est comme cette satisfaction de tirer un trait en disant « Ah, je l'ai fait, c'est plus en moi ». Et donc, il y a ça, il y a ce maintenant pour libérer la charge mentale. Alors, on dit aussi que les hommes vont moins parler de leurs émotions et les femmes plus exprimer leurs émotions. De nouveau, j'ai envie d'inviter à aller écouter le podcast numéro 1, le premier épisode de cette série, parce que c'est une question de sécurité. C'est-à-dire que sans doute l'homme, il n'a pas appris et en fait, on a aussi des générations et des générations à guérir, même si aujourd'hui les parents sont plus présents à leurs petits garçons et à créer des espaces d'ouverture, ils viennent quand même de lignées où ça n'a pas été dit, où c'était dangereux. Et où ils doivent apprendre et le vocabulaire et la sensation et le fait que dire ne les affaiblit pas, ne les met pas en danger, de la même manière que la femme a besoin de ressentir qu'elle peut exprimer ses émotions et qu'elle ne va pas être jugée et critiquée. Ce qui est difficile, c'est quand on est touché dans notre impuissance l'un face à l'autre. Je vois beaucoup d'hommes qui font « mais je ne sais pas quoi faire » quand elle dit ses émotions. Et oui, j'ai écouté 1 fois, 2 fois, 3 fois, sauf que ça revient. Et dès que ça les met dans un sentiment d'impuissance ou d'incompétence, ça devient douloureux et ça met en insécurité. Il y a quelque chose à faire. Et inversement, la femme, elle va se sentir impuissante face au silence qui peut être là parce que simplement, il ne sait pas ou qu'il n'a pas les mêmes besoins. Oui, et puis je pense, tu parlais d'éducation, que dans la culture, en tout cas dans nos cultures, les petits garçons ont appris plutôt à être valorisés quand ils sont en colère et moins quand ils sont tristes. Et vice-versa, les petites filles ont appris que c'était mieux de pleurer que de se mettre en colère. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se véhicule encore comme ça, même si c'est en train de changer. Et donc parfois, la colère pour une femme est vécue comme de la tristesse et pour un homme, la tristesse est vécue comme de la colère. Oui, c'est ça. L'analyse transactionnelle montre ça et la PNL aussi. Comment on fait on met une émotion à la place d'une autre. J'ai vraiment envie de nommer que le monde est en train de changer parce que bon, moi j'ai 50 ans, donc je suis déjà d'une génération ancienne et de voir et de faire confiance que la plupart des personnes sont en train de changer ces valeurs-là, en tout cas moi dans mes milieux, et que j'ai envie d'honorer ça aussi parce qu'il faut faire attention à ce que l'histoire qu'on raconte, c'est aussi la manière dont on raconte l'histoire qui fait qu'elle perdure en fait, tant qu'on continue à raconter cette histoire-là sur les hommes. Mais c'est vrai, dans nos générations... moi, j'ai découvert le sentiment de la colère. Je pense que j'avais 35 ans, 39 ans peut-être, en me disant « Ah, c'est ça, être en colère », parce que j'avais plutôt été triste en disant « Je vais pleurer ma colère, comme ça j'abîme personne », avec cette idée d'abîmer. Mais de nouveau, on revient là à l'épisode 2, je dirais, si on a appris la colère comme étant une information et qu'on peut toucher le besoin et qu'on peut communiquer, on n'est plus dans cette colère qui va être le signe de la violence, de l'accumulation en fait, parce que c'est ça, c'est une énergie qui sort. On a parlé de communication, d'émotion, etc. Mais il y a aussi le langage verbal, mais tu es très attentive au langage non verbal. Est-ce que dans la communication dite féminine et la communication dite masculine, est-ce qu'il y a des attitudes qui sont parfois...
j'ai envie de dire, diamétralement opposés. Je pense un peu aux chiens et aux chats qui, avec le même comportement en apparence, donc baisser les oreilles et battre de la queue, pour un chat, c'est l'angoisse, c'est une situation de peur, et pour le chien, c'est la joie. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, similaires dans le comportement physique? Je reviens sur cette idée qu'il y en a souvent un qui va être plus dans l'agitation et à chercher le lien quand il est dans l'insécurité, et l'autre qui va être plus à couper le lien. Alors j'avais nommé dans un épisode précédent les terminologies imago, la tempête de grêle et la tortue. Moi j'en utilise d'autres pour dire plus ou moins sensiblement la même chose, qui est l'archétype du déserteur et l'archétype de l'empoisonneuse. Alors l'archétype du déserteur, c'est celui qui n'a pas envie de parler et qui soit est dans la même pièce mais c'est comme s'il n'était pas là, soit clairement se barre et revient, c'est ce qu'on appelle la grotte. Et c'est vrai que c'est un archétype, il est masculin, on va l'entendre plus souvent dans le besoin des hommes d'être dans le déserteur. Je ne sais pas quoi faire avec cette situation-là, j'en ai marre d'avoir des reproches, je ne sais pas quoi dire quand tu me demandes de communiquer, hop, je déserte. Et je déserte soit vraiment en me mettant dans ma bulle, soit en ayant des activités, du boulot, des jeux vidéo, du sport, je ne sais pas de quoi. Et hop, mais c'est notre manière de déserter la relation. Encore une fois, ça peut être vraiment la femme qui le fait ou comme ça. Et l'empoisonneuse, c'est au féminin, mais ça peut être un homme, mais l'empoisonneuse, c'est celle qui va tout le temps venir titiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais je vois bien que tu es comme ceci. Et pourquoi tu n'as pas fait ça? Et comment c'est de faire? Et elle va venir intruser dans un espace où justement il y a besoin de place. Et l'autre, il ne va pas venir proche alors qu'il y a un appel en fait. Et tout ça, c'est cette difficulté de ressentir les besoins, la sécurité, ce qui est juste. Et c'est pour ça qu'on apprend à communiquer, hommes et femmes, par des processus qui sont pas naturel. Alors les gens quand ils viennent en stage ou en formation font « oui, mais c'est pas naturel de communiquer comme ça ». Et la réponse c'est oui, mais c'est parce que votre naturel fait que la relation est douloureuse en ce moment, donc il faut essayer autre chose. Et on essaye d'autres chemins pour communiquer, pour apprendre à nommer, à dire, à mettre de la sécurité. L'imago fait ça très bien et d'autres techniques aussi. Et on se contraint pendant un certain temps à faire des processus qui ne sont pas naturels pour trouver derrière une nouvelle liberté. Et ça, je peux en témoigner dans ma vie personnelle, je peux en témoigner pour tous les gens que j'accompagne, combien ce passage par une nouvelle manière d'être en relation et de communiquer est fastidieux au début, mais est porteur de tellement de liberté, d'engagement, de compréhension et de reconnexion hommes et femmes. Oui, et tu dis c'est pas naturel. Enfin, tu dis qu'il y a des gens qui disent ça, mais j'imagine que c'est aussi beaucoup des acquis répétés qui font que finalement ça devient une seconde nature, alors qu'en fait il suffit d'intégrer de nouvelles compétences et on découvre d'autres voies. Oui, c'est vrai, c'est ça. Quand je dis pas naturel, c'est pas ce que j'ai appris, c'est pas ce qui est passé dans mon mode automatique et qui me semble naturel. C'est ça. Et tu parles de déserteurs ou déserteuses et d'empoisonneurs ou d'empoisonneuses. Quelle serait une image que tu aurais envie de donner sur une relation équilibrée entre le féminin et le masculin et est-ce que tu aurais des exemples concrets à nous montrer de personnes ou toi dans ta vie personnelle de sentir que ça a pu être réapprenti, je sais pas, enfin réappris quoi. Réapprentissé. Voilà. Des exemples concrets. Il y en a. Alors, je pense que cette idée de l'équilibre, c'est une utopie aussi, parce que l'équilibre, c'est une succession de déséquilibres, en fait. Et c'est comment on va laisser de la place à toujours mieux se connaître, plutôt que d'être dans le jugement, d'être dans la curiosité. Encore une fois, si on a nommé nos besoins, si on a fait de l'espace, s'il y a un équilibre dans, en tout cas, l'attention qu'on va porter aux besoins de l'un et l'attention qu'on va porter aux besoins de l'autre, l'attention qu'on va porter à qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est important pour moi, et qu'on va unir cette idée du cercle, de l'accueil, de l'empathie, de la compréhension, du caring, de l'action de prendre soin
et en même temps de l'efficacité, de la décision, de la mise en action. Et je dirais que c'est plutôt ça. Maintenant, je peux donner Il y a un autre équilibre qui me vient, parce que souvent j'entends... Je vais faire un petit chemin de détour pour essayer d'expliquer ça. On parle souvent avec les parents des fonctions parentales en disant « tu es une femme et dans ta fonction parentale, tu es à la fois une mère et une maman et ton homme est à la fois le père et le papa ». Et l'idée de ça, c'est de dire qu'on a ces deux fonctions. Une fonction qui va prendre soin, qui est maternante, qui est guérissante, qui joue, qui est complice, qui est l'amie de, c'est la fonction plaisir. Et puis, la fonction mère et père, ça va être la même fonction, c'est la fonction structurante qui va donner un cadre, qui va mettre des limites, qui va poser des interdits, qui va apprendre à vivre en société, qui va permettre à l'enfant de s'élever. Il y a un déséquilibre dans les couples parentaux quand il y en a un qui a la fonction structurante et l'autre qui a que la fonction maternante. C'est une des difficultés dans les enfants qui ont des parents séparés, qui en voient moins un que l'autre. Celui qui a 2 jours tous les 15 jours, il n'a pas du tout envie de s'occuper de la structure, il a plus envie de passer du bon temps avec son enfant. Et donc, c'est de faire attention à ça quand tu parles d'équilibre, c'est quelle est la fonction qu'on a, la charge qu'on a pris en fait dans le couple. S'il y en a un qui a la fonction domicile et l'autre qui a la fonction facture ou je ne sais pas quoi, à un moment, on devient des identités de ça et c'est ça qui déséquilibre. Donc, je dirais que le chemin, c'est sans doute de remettre du mouvement, de rester curieux, de faire souvent des points d'arrêt, de regarder la carte, où est-ce qu'on en est, comment tu vas en tant qu'homme, comment tu vas en tant que femme. Et la dernière idée qui me vient, c'est de combien il est important aussi dans ces couples hétérosexuels qui cherchent cet équilibre entre le féminin et le masculin, pour les femmes d'aller se ressourcer, c'était dans ton introduction, les cercles de femmes, d'aller se réunir entre femmes pour avoir une autre compréhension, pour pouvoir se déposer, pour être en sécurité dans leur féminin, et pour les hommes d'avoir des espaces entre hommes, mais pas des espaces juste de sport ou de machin, des espaces de partage, de cœur ouvert, de sentir qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur relation à la femme, au travail, à leurs enfants, et qu'ils ont des frères en fait. Et que quand on fait ce chemin d'aller chacun se ressourcer dans sa communauté, on revient avec quelque chose qui peut aller à la rencontre de l'autre peut-être plus facilement. En tout cas, ce sont des hypothèses que j'aimais et que j'observe. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Mais tu as parlé de couples hétérosexuels, mais j'imagine que tout ça est valable aussi dans les couples homosexuels qui ont aussi une communication plus féminine, plus masculine selon les partenaires. C'est-à-dire que oui, on va toujours retrouver des polarités avec quel rôle prend l'un, quel rôle prend l'autre. Et en même temps, s'ils se rencontrent et s'ils s'attirent, c'est justement parce qu'il y a quelque chose du même qui met peut-être plus en sécurité que directement d'être dans l'altérité. Voilà, j'ai pas assez accompagné de personnes, quelques-unes seulement, mais j'ai pas assez accompagné pour pouvoir décrire. Mais je sais que dans l'attirance, il y a en tout cas, je pense à une femme qui me disait... Mais bon, c'est beaucoup plus simple avec une femme parce qu'au moins on peut parler de tout et on se comprend. Et donc il y a déjà cette idée reçue qu'avec un homme c'est compliqué à cet endroit-là et que donc l'attirance va se faire comme ça. En tout cas, l'attirance relationnelle, ça n'a encore rien à voir avec l'attirance sexuelle. Et je dirais que les différences viennent après avec peut-être une désillusion plus grande encore de « zut alors ». En tout cas, j'ai envie de terminer en donnant cet exemple que j'avais entendu, que souvent on vient chercher chez l'autre, on a une blessure commune et on va chercher chez l'autre la stratégie opposée à la sienne pour survivre à cette blessure, la stratégie qu'on a développée, et que souvent, en fait, le couple a besoin qu'on s'inspire mutuellement de la stratégie de fonctionnement de l'autre pour parvenir à grandir. Et donc, si je me base sur ce que tu dis, c'est aussi oser regarder comment l'autre fonctionne et donc s'inspirer de sa méthode pour enrichir son propre vocabulaire personnel
et avancer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends ce que tu dis. Enfin, je pense. C'est toujours la difficulté dans la communication. Je crois comprendre quelque chose, en tout cas. Voilà. Et c'est parce que je n'ai pas exactement les mêmes mots. Donc, je vais le reformuler, si tu veux bien, avec mes mots. Souvent, on va se rencontrer sur base d'une même blessure. Une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure de sentir quelle est sa place. Et par contre, à partir de cette blessure, ça je reformule ce que tu as dit, les stratégies de survie de l'un et de l'autre ont été différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un pour prendre sa place, enfin avec cette blessure de je ne sais pas quelle est ma place, aura complètement tout refermé et se fera discret partout. Et l'autre avec cette blessure de je ne suis pas sûr d'avoir une place, va prendre énormément de place partout où il passe et être le grand comique, la grande rigolote, etc. Donc c'est là que les stratégies effectivement sont différentes. Oui voilà, ça y est, j'arrive à te rejoindre. Et sur le fait que celui qui est tout enfermé, en voyant ça, peut peut-être faire « Ah, je peux aussi peut-être un peu m'extérioriser » et l'autre peut être amené je peux être un peu discrète de temps en temps. Et donc, en tout cas, on dit qu'effectivement, la personne que je rencontre me permet d'aller vers plus de complétude et de rapatrier des parts manquantes de moi. Mais ça, tu vois, quand on reste au niveau stratégique et de qu'est-ce que tu m'apportes, etc., on reste quand même sur la partie émergée de l'iceberg. Alors que fondamentalement, ce qui est à guérir, c'est j'ai une place. C'est pas la stratégie, c'est pas élargir les stratégies, l'objectif, c'est juste de pouvoir sentir j'existe, j'ai une place, je suis aimée. Et quand ça c'est fait, et c'est plus un travail des profondeurs, quand ça c'est fait, il n'y a plus aucune stratégie qui est nécessaire. Bien sûr. Mais parfois s'inspirer du fonctionnement de l'autre nous enrichit dans la guérison ou dans la réparation. En tout cas, on peut élargir nos stratégies, c'est comme avoir plusieurs flèches avec un arc. Voilà. Oh là là, je pourrais encore continuer des heures, mais je crois qu'on va en rester là pour cet épisode-ci. Un grand merci, Caroline. Merci, Roselyne. À bientôt.